en matière environnementale organisé dans le cadre de la Green Week. J'ai le plaisir de vous présenter le compte-rendu de l'activité de 3 universités, l'Université d'Utrecht, l'Université de Gand et l'Université catholique de Lyon, qui ont travaillé, bien sûr, en lien avec le thème de la Green Week de cette année, sur un cas d'études commun à l'ensemble des universités. Ils les ont traités, ils les ont travaillé dessus et ils ont soumis le cas qui leur a été confié en simulation de procès fictif. Alors, ce travail a été réalisé grâce à l'aide de leurs professeurs en droit, mais également d'avocats spécialisés et de juges spécialisés en matière environnementale. Et bien évidemment, ce sont les travaux de ces étudiants qui vous sont présentés aujourd'hui. Alors, quel est ce cas dont nous discutons? C'est un cas qui a trait, je vous l'ai dit, à la nature et à la biodiversité. Il s'agit d'une affaire qui porte sur l'octroi d'un permis pour un agriculteur, un permis d'agrandissement d'une ferme porcine. Alors, cette ferme est située à proximité d'une zone Natura 2000 et cet agriculteur souhaiterait étendre son exploitation pour avoir plus de porcs. Sauf que, malheureusement, sa ferme se situe dans une zone Natura qui est déjà très sensible à la charge en azote, en dépôts azotés, en fertilisants, et dès lors, cela suscite évidemment des réactions. Et cette réaction, c'est celle d'une ONG qui considère qu'en octroyant ce permis, cela causera des dommages à la zone Natura 2000 à proximité et donc attaque le permis, estimant qu'il ne faudrait pas admettre plus de porcs sur l'exploitation tant que la charge critique en azote est dépassée. Le permis est donc contesté et ce permis a été octroyé moyennant une compensation financière qui a été réglée par cet agriculteur dans notre histoire et qui est censé, ce montant est utilisé pour la rénovation écologique du site. Alors l'histoire ne s'arrête pas là parce qu'on a corsé le tout. Et pour créer cet espace supplémentaire pour accueillir davantage de porcs dans sa porcherie, notre agriculteur aimerait détruire une vieille grange qui est déjà dans un état de délabrement avancé sur son site, sauf que dans cette grange, nous avons des pipistrelles communes, donc des chauves-souris, qui sont installées depuis 3 ans. Dès lors, cette ONG, qui s'occupe de protection du site Natura 2000, estime qu'il ne suffit pas de les déplacer et demande au tribunal également de protéger les espèces et les habitats. Voilà, en quelques mots, le cas qui a été soumis à ces étudiants. Et bien sûr, ce cas est fictif. Le cas est fictif, les jugements sont fictifs, bien que, évidemment, nos étudiants aient eu la grande chance de travailler non seulement avec des professeurs émérites, mais en plus avec des juges et des avocats spécialisés dans le domaine. Alors, pourquoi faire un procès fictif ainsi? Parce que derrière, en fait, la grande question qui apparaît en filigrane, c'est celle de l'application uniforme du droit de l'environnement. Est-ce si facile, lorsque nous avons des normes qui proviennent de l'échelon européen et qui sont transposées au niveau national, d'avoir une application uniforme? C'est sur ces points que nous avons voulu amener nos étudiants à réfléchir et puis aussi à s'interroger sur d'autres concepts clés en matière environnementale et au-delà au niveau du droit de l'Union, qui est la suprématie du droit de l'Union européenne, la nécessaire interprétation uniforme par la Cour de justice de l'Union européenne, l'application uniforme qui en découle par les juges nationaux, garants de l'application du droit de manière uniforme, et puis aussi de l'intérêt à agir, qui sont, et au-delà de ça, de manière générale, l'efficacité du droit. Alors, ce fut vraiment un travail d'équipe brillant, un projet commun, européen, 3 universités, et puis l'occasion aussi, grâce à cela, de mettre en avant nos professeurs de droit, les juges et magistrats spécialisés en matière environnementale, et les avocats spécialisés, et tous les praticiens de droit environnemental, comme ceux de la Commission, qui par leur action, contribuent eux aussi
à la protection de la nature et de la biodiversité. So, without spending too much... Et donc, sans passer plus de temps, je vais donner la parole à ces équipes de cerveau, si je puis dire. On va commencer par l'Université d'Utrecht, Milton, et puis Hendrik, et ensuite Schön pour l'Université de Gand, et enfin Julia pour l'Université catholique de Lyon. Et je leur demanderai tout d'abord quelles sont leurs impressions générales de cette aventure. Quelles sont leurs principales conclusions de ces simulations de procès? Nous sommes ici dans du droit technique. Travailler sur l'environnement soulève des questions scientifiques aiguës. Et la question également de la charge de la preuve intervient. Est-ce que ça a été facile à traiter? Et est-ce que vous considérez que des juges doivent être spécialisés aussi en matière environnementale? Je donne tout d'abord la parole à Milton pour l'Université d'Utrecht. Oui, bonjour. Et merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Pour commencer, première question. Ma principale conclusion, c'est que j'ai l'impression que la conclusion de cette affaire a été satisfaisante. Et si c'est le cas, c'est parce que, selon moi, les procédures ont été suivies correctement. De même, l'affaire a été menée en accord avec le droit positif et dans le respect de ce dernier. Je ne sais pas si je devrais entrer dans les détails. Est-ce que vous avez d'autres questions? Comment avez-vous géré la question de la charge de la preuve? Oui, la charge de la preuve. C'était une question effectivement difficile du point de vue de l'ONG. Nous nous sommes toutefois rendus compte, en traitant ce cas, cette affaire, que d'après le droit, l'exploitant qui voulait agrandir sa porcherie devait, lui, apporter la charge de la preuve, c'est-à-dire prouver que son activité allait imposer une charge significative sur le site en termes d'azote et il a procédé lui-même à une évaluation et sur la base de cette évaluation, l'ONG a avancé que les données produites, a considéré que les données produites montraient bien qu'il n'y aurait pas d'effet significatif sur le site. On n'était pas d'accord avec les données en tant que telles, mais il était difficile d'autre part d'apporter une contre-preuve. On dirait qu'on a perdu Milton. Le voilà. Vous êtes de retour, Milton. On vous entend, Milton. D'accord. Donc, je ne sais pas comment j'ai pu me déconnecter. Ça, c'est la magie du monde numérique. Je vous demanderai de continuer, s'il vous plaît. D'accord. Je veux dire que je peux tout recommencer si vous voulez, ou je vais reprendre là où je m'étais arrêté. S'il vous plaît, continuez. Bien. Donc, comme je l'ai dit, la charge de la preuve a été remise à l'ONG et la Cour, le tribunal, a retenu la décision de la province, à savoir octroyer finalement le permis à l'exploitant.
D'accord. Une dernière question à votre adresse. Est-ce que vous avez des tribunaux spécialisés en droit environnemental aux Pays-Bas? Non. Nous n'avons pas de tribunaux spécialisés. Ces cas sont traités par le tribunal administratif dans la plupart des cas, la plupart des situations. Parce que ces questions sont directement en lien avec des décisions qui sont prises dans le cadre de l'octroi de permis, par exemple. Mais nous avons constaté que les avocats, les juristes se spécialisent de plus en plus en droit environnemental. Donc, on est en train de développer des connaissances et des qualifications dans ce domaine. Et les tribunaux, eux, s'appuient sur le recours à des experts environnementaux. Donc, ils ont accès à une expertise technique dont peuvent profiter les juges environnementaux. Il s'agit là d'un mécanisme assez inédit en Europe, naturellement, auquel sont attachés certains défis et certaines questions, notamment d'impartialité des avis techniques qui sont fournis aux juges. Merci beaucoup, Milton. À présent, je donne la parole à Hendrik et Sean pour l'Université de Gand. Donc, je vous pose la même question et je soulignerai tout particulièrement l'aspect technique, la nature technique du droit environnemental. Est-ce plus facile de s'appuyer sur des valeurs limites plutôt que sur des concepts comme l'impact environnemental et la probabilité de non-dégradation environnementale? Qu'en est-il de ces aspects techniques donc, et qu'en est-il aussi de la charge de la preuve? Comment avez-vous géré la question de la charge de la preuve? Je vous donne la parole. Merci, Sarah. Je vais commencer par vous faire part de nos principales conclusions et ensuite Sean vous livrera quelques réflexions sur cet exercice en général. Alors, j'ai un écho quand je parle. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres orateurs, mais je voulais le mentionner. Donc, tout d'abord, ce cas a permis à des étudiants de passer du droit dans les livres au droit sur le terrain. Comment se pratique le droit environnemental? Et je crois que pour nous, ça a été une expérience très précieuse, tant du point de vue des professeurs que des étudiants, car c'est ainsi que nous apprenons vraiment comment le droit fonctionne. C'est ainsi que nous apprenons vraiment aussi à travailler sur des questions complexes qui font intervenir le droit environnemental de l'Union européenne. Alors, c'était une plainte, c'était un cas très pertinent parce que il se rapporte à certains cas qui avaient déjà été soumis au tribunal administratif ou aux tribunaux administratifs en Belgique, et notamment la question des dépôts d'azote dans des zones Natura 2000. Question de politique permanente, de politique plutôt en matière de permis, qu'en est-il de l'octroi de nouveaux permis? Alors, de plus en plus dans le droit belge, on s'aperçoit que les juges sont confrontés à des rapports techniques et parfois ils éprouvent des difficultés à interpréter ces données, à interpréter ces questions. Et nous n'avons pas d'instance en Belgique qui pourrait porter conseil aux juges quant à la validité des permis ou à d'éventuelles défaillances liées aux études environnementales. Et donc, souvent, les tribunaux et les juges attribuent les cas, attribuent les affaires
ou doit faire appel à de l'aide extérieure lorsque les questions de fond sont posées. Et en principe de précaution, donc, ils font appel à des instances extérieures. Pour ce qui est de la charge de la preuve, c'était dans le cas présent au plaignant de fournir la preuve. Il avait été demandé à cette ONG de fournir certaines données attestant à tout le moins que l'agrandissement de cette porcherie pouvait avoir un impact significatif sur la zone Natura 2000. Mais en fait, en guise de conclusion principale, je dirais que c'est à l'autorité compétente ou aux développeurs de projet d'exclure tout doute raisonnable quant aux effets significatifs de l'action demandée. Et donc, il incombe à l'auteur du projet de prouver l'absence d'effets significatifs. Et là, vous avez un seuil très élevé. Et dans le cas présent, le tribunal a décidé que les mesures d'atténuation présentées créaient des certitudes scientifiques en termes d'effets significatifs. Pour le moment, nous n'avons pas de tribunaux spécialisés en droit environnemental. Naturellement, les tribunaux sont plus ou moins familiarisés avec le droit environnemental de l'Union européenne, mais vous n'avez pas d'experts techniques. Et peut-être que Sean pourrait nous donner quelques éléments supplémentaires. Oui, merci Hendrik. Oui, pour le contexte, je représentais l'équipe, ou je représente l'équipe qui représentait l'exploitant et qui donc avait demandé le permis. Et comme a dit Hendrik, de ce point de vue, la charge de la preuve était vraiment quelque chose de compliqué parce qu'on nous demandait de prouver, de montrer avec certitude qu'il n'y aurait pas de dommages infligés. Et donc, il était possible, en toute sécurité, d'agrandir la porcherie. On a essayé d'être créatif, mais finalement, le tribunal n'a pas suivi notre raisonnement. Je crois que d'un point de vue de juriste, c'est assez sensé d'ailleurs. Et la charge de la preuve, la preuve n'était pas assez solide. Et en fait, c'est un concept très important à partir du moment où l'on commence à raisonner en termes de compensation ou de remise en état du milieu naturel. Je crois que c'est une des principales conclusions que nous avons pu tirer du point de vue de l'exploitant. Merci beaucoup. En effet, je ne suis pas surprise que vous ayez rencontré tant de difficultés. Il n'est pas si facile que ça de prouver que la loi a été enfreinte. Et maintenant, je donne la parole à l'Université catholique de Lyon. Julia. Pour votre expérience générale et comment s'est déroulé votre procès, si vous aussi, vous avez eu quelques maux de tête avec la question de la charge de la preuve et la technicité du droit de l'environnement. Je vous écoute. Merci, Tara. Bonjour. Il nous semble en effet que la décision des juges a été assez satisfaisante. Et il faut signaler que les juges ont pris la décision d'annuler l'autorisation du préfet sur les défauts d'évaluation des incidences Natura 2000. Et en effet, l'étude d'incidence n'a été pas présentée par les défendeurs de l'exploitation agricole et ils ont aussi déclaré que cette étude n'était pas nécessaire. Or, nous pensons que c'est juste ici la juridique qui crée de l'incertitude entre la législation européenne qui est claire sur ce point et son application et réception dans les cadres normatifs nationaux. En effet, les points qui restent, à notre avis, complexes dans les cas soumis et qui n'est pas clair dans la législation française, c'est le niveau de marge d'appréciation des préfets ou des autorités
en charge par rapport à la soumission du projet à une étude d'incidence Natura 2000. En effet, je m'explique, la directive européenne prévoit que tout projet est susceptible d'affecter les sites de manière significative doit faire l'objet d'une évaluation appropriée. Par contre, la législation interne, donc la transposition de la directive Habitat dans les droits français, dans les codes de l'environnement, dispose que les projets doivent être soumis à une évaluation s'il fait partie, s'il est compris dans des listes. En plus, toutefois, l'article L414-4 du Code de l'environnement 4 bis ajoute que tout projet qui ne figure pas sur ces listes, sur les listes mentionnées, fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative. Alors, donc, dans notre cas, les défendeurs de l'exploitation agricole n'ont pas présenté l'étude d'incidence, ils ont juste présenté une déclaration, une notice simplifiée qui n'intègre pas l'étude d'incidence et ils ont affirmé que cette étude n'était pas nécessaire. Alors on se demande quelles sont les marges d'appréciation des préfets et aussi si les recours à cette disposition qui prévoit en tout cas de faire une étude d'incidence, c'est une faculté ou une obligation. Donc, en conclusion, ce qui reste délicat sur ces points pour les préfets ou les autorités publiques chargées de donner ou de ne pas donner l'autorisation dans ces cas et la difficulté à évaluer selon les critères listés dans l'article L414-4 bis du Code de l'environnement français, si les dispositions contenues dans les 4 bis permettent à tous les cas de prévoir l'étude d'incidence comme nécessaire et obligatoire ou si les préfets ont une marge d'appréciation. Donc, détecter les critères pour ordonner ou pas l'étude n'est pas facile. La décision du juge a été prise en continuité avec la jurisprudence européenne et donc en exigeant l'étude d'incidence alors que l'absence d'impact significatif n'est pas exclue. Toutefois, il serait utile, selon nous, de prévoir, conformément à la jurisprudence, une circulaire ou des instructions administratives pour donner des indications aux préfets ou aux autorités publiques nationales. Cela permettra de disposer des règles claires, conformes aux droits de l'Union européenne et aussi qui assurent une certitude juridique pour tous les acteurs impliqués. Par rapport à la spécialisation des cours, nous n'avons pas de cours spécialisés en droit de l'environnement. Il y a en effet des projets de formation qui ont été lancés, surtout à partir de 2018, pour les juges et pour les juges notamment judiciaires et sur les secteurs pénal. Et l'exemple du diplôme universitaire peut être dans cette direction. Merci Julia. Ça montre effectivement que, bon, bien sûr, nous l'avons précisé, c'est un procès fictif et le jugement est fictif, mais ça montre bien que la règle est fixée au niveau européen. La jurisprudence de la Cour de justice à cet égard est fondamentale pour pouvoir guider sur l'application, mais que véritablement l'enjeu c'est celle de la transposition en droit national et que la règle doit être elle aussi claire et alignée et que finalement nous avons besoin de rester pour tous praticiens du droit extrêmement
informé de l'évolution de celui-ci, de la jurisprudence constante et de la manière de l'appliquer. Je serais assez tentée de dire que pour la France, c'est vrai que c'était particulièrement intéressant de constater qu'on arrive à une annulation du permis et vos réflexions montrent bien qu'il y a des interrogations qui se posent et que dans cette mesure-là, le rôle du juge est fondamental. Merci beaucoup. I will switch now to another question. Et maintenant, je passe à une autre question et puis nous allons passer au chat. Si le public veut soulever des questions, il peut le faire en cliquant sur questions et nous aurons alors accès à votre question. Donc, seconde question. La nature des plaintes en droit environnemental européen. Il y a naturellement les cas NIMBY, pas dans mon jardin. Partout chez tout le monde, mais pas chez moi. Ici, nous avons des ONG qui contestaient un permis, l'octroi d'un permis. Et s'agissant de cette tendance qui consiste à repousser un projet simplement parce que ça ne plaît pas aux gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que l'accès à la justice devrait être plus large ou pensez-vous qu'au contraire, il faudrait le diminuer de manière à limiter le nombre de cas? Naturellement, ça nous amène également à la question de la position juridique des ONG. Ce cas nous l'a montré. La documentation, je dois le dire, sera également mise en ligne parce que vous serez intéressé de constater que selon que l'on travaille avec Utrecht, avec Gand ou avec Lyon, la question de l'admissibilité a été traitée différemment. Alors, que pensez-vous? Est-ce que cela enrichit votre pratique si des ONG ont plus accès à la justice, des accès plus vastes, plus larges, et pourquoi? Et je vais donner la parole à l'Université de Gand, Henrik et Schön. Je vous donne la parole à ce sujet. Vous serez suivi de Camille pour l'Université de Lyon et Luz pour l'Université d'Utrecht. Tout d'abord, Henrik et Schön. Merci. Je crois que lorsqu'il s'agit de l'intérêt à agir et lorsqu'il s'agit de l'intérêt public de tels litiges, l'intérêt à agir était là dans le cas de cette ONG environnementale, dans le cas qui nous intéresse. En Belgique, d'après la procédure environnementale, le plus souvent, les juges, et plus particulièrement les juges de la Cour de cassation, ont tendance à ne pas accepter ce type de cas. La ratification de la Convention d'Aarhus et de la directive EIA a amené à remplacer une approche restrictive par une approche un peu plus ouverte. Et les tribunaux administratifs, maintenant, pour la plupart, acceptent la notion d'intérêt à agir pour les ONG dans de tels cas. La Cour de cassation, il faut le souligner également, a un peu revu son approche restrictive et son interprétation aussi de l'article 9 de la Convention d'Aarhus. Naturellement, ce droit un peu plus progressiste est contesté par les développeurs de projets et on essaye au niveau du Parlement notamment de modifier les législations actuelles de manière à diminuer l'accès à la justice et je pense notamment à un cas, et c'est assez intéressant parce qu'il y a eu la même chose aux Pays-Bas, notamment une tentative d'accéder de réduire l'accès à la justice pour des ONG qui sont déjà partie prenante à la procédure avant même l'octroi du permis. Et la
Cour constitutionnelle a considéré que ce ne pouvait être le cas. Mais je crois qu'il y a tout de même eu un sujet intéressant qui touche à l'intérêt à agir dans le contexte de ce cas fictif. Et je passe la parole à Sean, parce que je crois que c'est assez intéressant ce qu'il a à dire. Merci. Donc, Sean, c'est à vous. Sean, on ne vous entend pas. Oui, Sean. Sean, je t'ai donné la parole pour développer un peu la question de l'intérêt à agir tel qu'il a été traité dans le cadre de notre cas fictif, parce que c'était vraiment très intéressant. Bon, ce qui était intéressant dans ce cas, dans cette action, c'est que vous aviez deux ONG. Donc, d'un côté, il y avait l'ONG plaignante, Antwerse Kempen, qui se plaignait, dont la plainte portait sur le permis de s'agrandir à condition d'apporter une contribution financière sur pour l'assainissement du site. Et puis, Natuurpunt, une autre ONG était présente également. Elle était propriétaire de la zone concernée. Et donc, là, ils avaient un intérêt direct dans cette affaire. D'après le Conseil d'État, d'après la jurisprudence du Conseil d'État belge, une association peut défendre un intérêt public à partir du moment où on peut supposer raisonnablement que la position de l'association est suffisamment représentative d'un point de vue public. Et cette position doit coïncider avec celle des parties prenantes qui ont un intérêt direct et individuel. Et dans le cas présent, Natuurpunt, donc propriétaire de la zone protégée, était d'accord pour les plans proposés par l'exploitant pour compenser l'augmentation de l'azote, mais l'exploitant considérait donc, comme cette ONG-là n'était pas d'accord avec la première, que la plainte de la deuxième ONG, ou de la première ONG plutôt, n'était pas valable. Donc, le tribunal n'a pas suivi cet argument finalement, et ceci peut également s'avérer pertinent pour d'autres États membres. Oui, dernière remarque. J'aimerais dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette argumentation parce que elle donne la possibilité à des développeurs de bloquer un projet en collaborant avec d'autres ONG. Et donc, de ce fait, l'accès à la justice peut être bloqué. Donc, il pourrait s'agir d'une stratégie permettant d'immuniser toute possibilité d'aller en justice, tout simplement en se serrant les coudes avec d'autres ONG. Merci beaucoup. C'est très intéressant. C'est très intéressant d'entendre ces arguments. Donc, il doit y avoir des limites. Camille? À Lyon, annulé en première intention le permis. Est-ce que vous avez quand même eu l'occasion de vous pencher sur cette question de l'intérêt à agir des ONG dans le cas qui a été soumis et comment est-ce que vous l'avez appréhendé? Alors, s'agissant du procès fictif en France, du coup, la question de la recevabilité des associations à agir n'a pas été un obstacle, dans le sens où elle n'a même pas été traitée dans les mémoires des deux parties. Depuis la loi de 1901, toute association en tant que personne morale a la capacité d'agir en justice. L'association peut être en demande ou en défense lorsque son adversaire saisit le tribunal. Par contre, un certain nombre de conditions doivent être remplies au jour de l'introduction de la demande. L'association donc doit avoir l'intérêt, la qualité et la capacité à agir. Pour l'intérêt, il doit être légitime, né, actuel, positif, concret, direct et personnel. Pour la qualité, la défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administratives, donc comme c'est le cas en l'espèce, a été admise par le Conseil d'État en 1906.
donc suite à la loi. Et ensuite, pour la capacité, l'association donc doit avoir une personnalité juridique et l'action qu'elle engage doit entrer dans le cadre de son objet social inscrit dans ses statuts. Concrètement, cela va conduire le juge à se fonder sur l'objet social de l'association. Par exemple, si une association a pour objet de défendre les contribuables, on évaluera si les contribuables sont potentiellement affectés par le projet. Et si l'association indique dans son objet qu'elle défend l'environnement ou protège la nature, cela suffira pour permettre de reconnaître son intérêt à agir comme suffisamment direct. La seule nuance à apporter par la jurisprudence, c'est qu'il ne faut pas que l'objet, les intérêts défendus ne soient pas trop généraux et qu'ils doivent avoir un lien suffisamment direct avec la décision attaquée. Par exemple, une association de protection de la nature doit inscrire son action sur un territoire donné. Ensuite, la jurisprudence reprend ces critères et en général reconnaît un intérêt à agir assez large. Le juge français fait une application donc assez large de ces critères. De plus, pour défendre l'environnement, le législateur a reconnu par un agrément à certaines associations de protection de l'environnement justifiant d'activités sérieuses des droits d'action devant les tribunaux lorsque la nature est polluée, dénaturée ou tout simplement menacée de l'être par certaines décisions abusives, irrégulières ou illégales, nuisibles à l'environnement et prises par les décideurs publics. Dans ce cas, ces associations agréées n'ont même pas à démontrer qu'elles remplissent les critères précédents et donc peuvent porter leur action en tout point du territoire. Toutes ces réglementations ont permis d'établir finalement un véritable droit d'action et d'accès à la justice pour les associations. Merci Camille. Bon, un droit assez large. It brings me now to the Ce qui m'amène à Loes de l'Université d'Utrecht. Je crois, Loes, que votre ONG protégeait plus particulièrement cette zone Natura 2000. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, en ce qui concerne votre première question, je n'appuie pas la suggestion d'imposer des barrières aux ONG au nom de concepts dans le style « pas dans mon jardin ». Ceci va à l'encontre des tribunaux impartiaux. Et de plus, l'adjudication va déterminer l'intérêt à agir. Dans le cas de ces causes pas dans mon jardin, ça peut être acceptable, mais à déterminer par le juge, notamment sur les bases juridiques. On a dit ici que l'ONG n'avait pas d'intérêt à agir parce qu'elle n'était pas une partie intéressée en vertu de ses statuts. Parce que les statuts de l'ONG disaient que son objectif était de protéger et de préserver cette zone Natura 2000, mais la grange était située en dehors de la zone Natura 2000. Nous avons discuté avec le tribunal après qu'il ait donné son verdict, et si le tribunal a été moins strict quant à l'admissibilité de l'ONG, la décision de démolir la grange aurait été considérée comme contraire à la loi, parce que la démolition de la grange aurait constitué la démolition d'une zone de repos pour des chauves-souris, et là, il n'y a pas de dérogation possible. Donc, ceci me montre que les ONG doivent avoir accès au tribunal dans le cadre de barrières qui ne sont pas trop strictes. Dans le cas contraire, la loi ne serait pas respectée. Quant à la question de savoir si la participation d'ONG à la mise en œuvre de processus environnementaux se justifie, je dirais oui, parce que
Les ONG ont souvent des connaissances spécialisées dans des domaines comme le climat, par exemple. Elles sont plus avancées là-dedans que des citoyens qui agissent à titre individuel. Et donc, à ce titre, la participation des ONG est très intéressante et très importante lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre le droit environnemental. Et je dirais également que les ONG ont également une fonction de veille, de chien de garde. C'est à elles de suivre la bonne application des lois, des réglementations et des politiques de l'environnement parce que un citoyen individuel ne peut pas agir. Il faut que ces ONG soient là pour pouvoir agir au nom de la protection de l'environnement. Donc les ONG sont là en tant qu'organe de contrôle supplémentaire qui peut veiller à la bonne mise en œuvre des règles. Surely need them. Merci, Luce. Oui, nous en avons certainement besoin. Et je suis certaine que demain, nous aurons d'autres séances durant lesquelles il sera question de l'importance des ONG dans la protection de la nature. Je pense particulièrement à la session intitulée « Est-ce que la loi peut sauver la nature ?» Et maintenant, j'arrive à ma dernière question. Je vois une question qui vient du public qui est plus ou moins liée à ce que nous venons de dire. La question de Bruno Bottil. Nous avons vu ici, dans cette affaire, que Natura 2000 ne fonctionne pas d'après le système strict de réserve naturelle. On protège la zone, mais des projets de construction sont éventuellement admissibles dans de telles zones à condition que les zones en question n'en soient pas trop impactées d'un point de vue environnemental. Donc, dans ce cas, M. Janssens ou M. Patanegra, comme on veut, s'est vu limité dans ses options en matière d'agrandissement de son exploitation. Et il a dû se sentir très frustré. Je crois que si cette affaire avait été une affaire réelle, il aurait été très embêté car il n'aurait pas pu agrandir son exploitation. Donc, si on va au-delà, est-ce qu'on peut dire à un exploitant comme ça, tout de go, vous ne pouvez pas mener à bien votre projet, vous ne pouvez pas élever plus de porcs sur votre exploitation parce que vous êtes dans une zone qui a atteint un point de non-retour ou une valeur limite en termes de dépôt d'azote. Est-ce que nous devrions être plus souples? Est-ce qu'il faudrait voir les choses sous un autre angle? Et cette question, j'ai ici une autre question, Bruno Gauthier. Est-ce que il ne devrait pas y avoir plus de zones Natura 2000 ou aller plus loin dans ces zones Natura 2000, c'est-à-dire éviter tout développement susceptible d'avoir un impact? Autrement dit, faut-il bloquer de nouveaux développements? Est-ce que ce serait une bonne idée d'après vous? Et une question sous-jacente à vous également, qui est un peu plus technique peut-être, à savoir dans l'affaire qui vous a été soumise, nous avions l'idée selon laquelle l'exploitant allait payer une compensation financière pour remise en état de l'environnement sur le site. Est-ce que c'est facile, d'après vous, de faire une distinction entre des mesures d'atténuation et les mesures de compensation s'agissant de la mise en œuvre de l'article 6 sur les écotypes? Donc, ce sont des questions nombreuses. Je vous donne la parole, Marc, pour l'Université de Lyon. Ensuite, Chris Bex prendra la parole pour l'Université d'Utrecht. Et ensuite, Hendrik pour Gand, l'Université de Gand. Marc? Merci. Une première réaction, effectivement. Est-ce que on doit véritablement interdire toute activité
dans ces sites compte tenu de la dégradation de la biodiversité. Je pense que potentiellement la question doit être évaluée à chaque fois, c'est-à-dire que compte tenu des incidences potentielles, que chaque projet soit évalué et qu'il puisse être assuré qu'il n'y a pas de dégradation. Alors, le fait qu'on est face à un petit exploitant qui veut agrandir son exploitation, et que ce soit un impact économique très important pour lui, est effectivement une difficulté. Mais si on veut régler les questions de protection de la biodiversité, on doit nécessairement s'intéresser à toutes les actions qui vont pénaliser la biodiversité. Donc c'est une difficulté, mais je crois que c'est un point absolument nécessaire. Et de ce point de vue-là, je crois que notre cas a parfaitement bien illustré la situation, puisque c'est le défaut d'étude d'incidence qui conduit à l'annulation de l'arrêté d'autorisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait le travail pour pouvoir s'assurer que les incidences sont très limitées. Alors, je pense aussi que ça rejoint la deuxième question, à savoir, est-ce que la notion de compensation ou la notion de réduction des impacts est suffisamment claire? Et je crois qu'un des points qui a conduit à l'absence d'études d'incidence, c'est la confusion entre la notion de réduction et la notion de compensation. Je pense qu'effectivement, pour beaucoup de porteurs de projets, l'idée, c'est souvent que parce qu'il y a des compensations proposées, y compris en l'occurrence financière, le projet n'a pas d'impact, ce qui est effectivement faux. Et notamment faux pour pouvoir faire en sorte qu'on évite une étude d'incidence. Donc l'enjeu est bien effectivement une clarification sur ce point. Il y a besoin également probablement d'une clarification, comme l'a illustré ce cas, sur le fait que la notion d'étude d'incidence n'est pas une option, mais une nécessité, y compris quand on a quelques simples doutes sur les impacts potentiels. Alors là, la difficulté pour l'exploitant était qu'à la fois, il soutenait qu'il y allait avoir des incidences, puisqu'il proposait des compensations, et qu'il soutenait par ailleurs que l'étude d'incidence n'était pas nécessaire, puisqu'il n'y aurait pas d'incidence. Donc il y a une contradiction qui a été mise en évidence dans le jugement et dans le cas. Voilà ce que je voulais dire sur ce cas. Merci. Merci Marc. Chris Beck. Chris Beck, est-ce que vous voulez prendre la parole et partager votre point de vue avec nous à ce sujet? On ne vous entend pas. Peut-être votre micro est-il éteint. Vous m'entendez maintenant? Oui. D'accord, bien. La première question que vous avez soulevée, je crois que la directive est assez bien équilibrée. Vous avez 2 ou 3 principes fondamentaux. Tout d'abord, le principe de la prévention, le pollueur-payeur, et ensuite le principe de proportionnalité. Vous avez ces 3 principes qui, ensemble, se retrouvent dans la directive Habitat. Dans le cas présent, il est nécessaire de vérifier si une nouvelle activité est possible dans les limites acceptables du point de vue biodiversité. Donc, la directive Habitat, la directive écotype n'exclut pas toutes les nouvelles activités, mais elle essaye de les limiter. Les principales zones de biodiversité doivent être protégées. C'est le principe de base. C'est un concept assez clair et c'est un concept équitable.
Et qu'il s'agisse d'une activité industrielle ou d'une activité agricole, c'est la même chose. Les mêmes essais, les mêmes tests, les mêmes épreuves doivent être franchis. Ils doivent prouver que ce qu'ils vont faire ne va pas porter préjudice de manière significative à la zone Natura 2000. En ce qui concerne la question sur la différence entre la compensation d'un côté et l'atténuation de l'autre, en fait, nous avons reçu de nombreuses orientations de la part de la Commission. Et puis, nous avons ici pas mal de jurisprudence dans ce domaine. Et le cas a montré que les étudiants qui n'avaient jamais traité de ce genre de cas ont pu trouver les bonnes nuances juridiques et ont été capables de faire la différence tout de même. Naturellement, l'application n'est pas toujours parfaite sur le terrain, mais je crois que les autorités administratives et certainement les juges disposent d'excellentes orientations ou directives qui leur permettent de traiter correctement ce type de cas. Dernière question. Est-ce que on peut interdire toute activité là où il y a déjà un excédent, dans le cas présent de dépôt d'azote? C'est un cas auquel nous sommes confrontés pas mal aux Pays-Bas parce que nous avons les taux de dépôt d'azote les plus élevés en Europe, malheureusement. Mais je me demande si c'est la manière la plus efficace de protéger la nature et d'améliorer les zones Natura 2000. Parce que bien souvent, la rénovation, la réduction de pollueurs qui sont déjà là sont bien plus efficaces que la mise à l'arrêt ou que l'interdiction de petites activités supplémentaires qui donnent lieu à des dépôts minimes. Quand je vois la pratique dans des pays comme la Belgique, l'Allemagne, le Danemark, la France et les Pays-Bas, je vois que sur ce point, il y a des énormes différences d'un pays à l'autre. Et certains sont totalement bloqués. Non, pas de nouvelles activités si on dépasse le seuil. C'est particulièrement le cas aux Pays-Bas, tandis que d'autres agissent ou voient les choses d'un autre œil. Et si l'on fait une comparaison entre pays, je me dis que les États membres ont beaucoup à apprendre les uns des autres. Selon moi, la meilleure solution, c'est toujours quelque part entre les deux. Et l'exercice que nous avons réalisé ici a bien montré que les pays ont beaucoup à apprendre les uns des autres, de leurs pratiques, ont beaucoup à apprendre de la comparaison de leurs pratiques. Et d'après moi, c'est le genre de choses qu'il faudrait faire plus souvent. Merci. Merci, Chris. Oui, en effet, nous avons des outils de mise en commun des meilleures pratiques en matière de mise en œuvre environnementale. Et c'est un moyen de s'informer. Nous avons la plateforme EIR de révision environnementale qui permet aux autorités nationales de partager de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles manières de faire et d'appliquer la législation environnementale. Même chose pour les règles et les normes. Et ça leur donne également les moyens d'appréhender de la même manière, plus ou moins, des questions qui sont communes à tous. Et pour ce qui est d'interprétation pure, nous avons un programme de coopération qui s'adresse aux juges. Et les orientations également, certaines orientations préparées par l'Union européenne, dont Marc a parlé, tout ça nous permet de pratiquer ensemble. Hendrik, je pense que, il est 12h54. C'est vous qui allez clore cette séance. Que pensez-vous de tout cela? Et que pensez-vous également du principe de précaution que vous avez mentionné pour la Belgique?
Je vais revenir à ce qu'ont dit Chris et Marc. D'après moi, Chris a bien montré qu'il n'y avait pas on ne fonctionnait pas toujours sur un pied d'égalité. Des pays qui sont confrontés aux mêmes conditions en termes environnementaux n'ont pas les mêmes règles ou agissent différemment. De mon point de vue, je dirais que la décision en Belgique a été assez simple. Dès 2000, le Conseil d'État disait que les efforts de conservation indispensables doivent être considérés comme des mesures de conservation supplémentaires et qu'il ne peut pas y avoir double emploi. Et le Conseil d'État a également, à de nombreuses occasions, conclu que le rétablissement de la nature ne peut pas être recadré en tant que mesure d'évitement. La question du blocage du gel pour développement économique, là, le serpent se mord un peu la queue. C'est vrai que ça peut être considéré comme inéquitable par l'exploitant. D'autre part, les intérêts des exploitants sont représentés par des groupes et par des lobbies qui contrecarrent des efforts visant à des actions de réduction plus sectorielles. Et donc, dans les faits, c'est un cercle vicieux. Il est très compliqué de décerner des permis supplémentaires à partir du moment où les règles de développement sont limitées, mais les lobbies sont très sceptiques également lorsque les pays proposent des mesures de restauration ou de réduire les effets de la pollution. Et je crois que l'article 6 devrait relever de la diligence. Et il faudrait également rappeler que l'approche basée sur l'écotype ne concerne pas seulement les animaux et les écotypes, mais également les écosystèmes. Il y a des barrières. Si ces barrières sont dépassées, c'est une question de diligence de l'autorité compétente de refuser d'autoriser une poursuite de la dégradation. Je vais donner la parole à Sean, qui va peut-être nous faire part de ses petites réflexions finales à ce sujet. Sean, on ne vous entend pas. Oui, très rapidement, parce que c'est vrai que nous avons presque dépassé le temps qui nous est imparti. Dans notre cas, la décision au sujet de la protection des chauves-souris, c'est que la grange pouvait être démolie à condition que l'espèce puisse retrouver un nouvel habitat en accord avec les critères scientifiques. Donc, ça conférait une certaine souplesse à l'exploitant, une bonne solution. Maintenant, d'un point de vue écosystème, comme l'a dit Henrik, ce n'est peut-être pas une très bonne chose parce que si vous pensez aux conséquences potentielles que tout ceci pourrait avoir, eh bien, d'autres projets pourraient simplement faire appel à une dérogation existante à la directive écotype pour déplacer des espèces. Et ces espèces pourraient être déplacées et redéplacées vers des environnements qui ne seraient pas idéaux pour elles, avec une espèce de piège environnemental à la clé. Et ceci ne devrait pas être autorisé. Et ça pourrait compromettre en effet leur change de survie. Et donc tout ceci pourrait s'avérer contre-productif par rapport aux objectifs de la directive écotype. Oui, en effet, il est particulièrement difficile de trouver une approche équilibrée entre ces différents intérêts. Et naturellement, la question que nous avions posée était dans la provocation, c'était à dessein. Ce genre de question finira par se poser à nos juges en Europe de toute manière. Alors, il me reste 2 minutes pour tous vous remercier, pour donner, non, 1 minute seulement, pour donner la possibilité au public de poser une dernière question. Quoi qu'il en soit, je vous remercie. Ça a été une séance particulièrement intéressante, une très belle aventure également que de travailler sur ce cas dans le cadre d'un procès simulé.
La documentation sera disponible sur le site. Il suffit de cliquer sur le lien. Et à partir du lien, vous trouverez un résumé de la manière dont les universités ont appréhendé ce cas. Nous avons une belle jurisprudence ici. Et je suis certaine que nous reverrons certainement à l'occasion de la Semaine verte 2021. Merci beaucoup.